Bienvenue dans le débat consacré au Forum économique mondial de Davos, 54e édition, le rendez-vous des chefs d'entreprise et des dirigeants de la planète. Cette année, les tensions géopolitiques pèsent sur le monde économique. Deux guerres en Ukraine, au Proche-Orient, mais aussi le spectre d'une victoire de Donald Trump rendent le climat macroéconomique incertain et plombe l'optimisme. Le mot d'ordre, rebâtir la confiance alors que les crises n'ont cessé de s'enchaîner ces dernières années depuis le Covid en 2020, mais également une inflation, le prix de l'énergie et les hausses des taux d'intérêt. Volodymyr Zelensky s'est déplacé à Davos pour la première fois physiquement. Il a multiplié les rencontres. Poutine incarne la guerre, il ne changera pas, a lancé le président ukrainien dans son discours. Il a annoncé également le principe d'un sommet pour la paix. Emmanuel Macron est sur place, deuxième déplacement dans la station suisse en 7 ans du président français. Le président français accompagné donc de patrons du CAC 40, mais aussi d'une vingtaine de start-up. Il prône l'attractivité de la France. On va revenir sur l'omniprésence de la géopolitique cette année et dans quelle mesure finalement pèse-t-elle sur l'économie mondiale et comment rebâtir cette fameuse confiance dans un tel contexte. Et la France, comment Emmanuel Macron va-t-il régénérer son quinquennat avec son nouveau Premier ministre Gabriel Attal? Quelles sont ses annonces? Voilà les questions que nous allons poser à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Franck Dedieu. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Marianne, donc, qui publie les cocus du gouvernement Attal, ça c'est la une cette semaine. Vous publiez également un article donc sur Davos justement. Et d'ailleurs on voit bien en vous lisant, Franck, que vous êtes plutôt sceptique. Vous allez nous expliquer pourquoi, très sceptique en tout cas, sur Davos. Un autre sceptique peut-être également de Davos ce soir avec nous, Jean-Hervé Lorenzi, bonsoir. Bonsoir. Président du Cercle des économistes, co-auteur avec Alain Villemeur de Partage vertueux entre salaire et profit, et c'est aux éditions économiques. Bienvenue. Pascal Boniface est avec nous ce soir. Bonsoir, directeur de l'IRIS, auteur de 50 idées reçues sur l'état du monde, et ça vient de sortir chez Armand Collin. Avant de démarrer ce débat, on va justement écouter Volodymyr Zelensky qui a appelé l'Occident à faire preuve d'unité face à Vladimir Poutine. C'était à Davos, justement, sur l'estrade de Davos. On l'écoute. En fait, Poutine incarne la guerre. Nous savons tous qu'il est l'unique raison de la persistance des différentes guerres et conflits et de l'échec de toutes les tentatives de rétablissement de la paix. Et il ne changera pas. Si quelqu'un pense qu'il ne s'agit que de l'Ukraine, il se trompe fondamentalement. Les orientations possibles et même le calendrier d'une nouvelle agression russe au-delà de l'Ukraine deviennent de plus en plus évidentes. Pascal Boniface, on le voit clairement là, que la géopolitique pèse sur cette économie cette année, cette espèce de sonnette d'alarme tirée une nouvelle fois par Volodymyr Zelensky. Un rapport Global Risk, également publié au Forum économique mondial, qui dit que parmi les risques cette année, il y a notamment la montée des conflits. Tout simplement. Oui, effectivement, ils se multiplient et il y en a d'autres dont on parle moins dans les médias, notamment en Afrique, mais qui peuvent également faire peser des graves menaces. Mais là où je pense que Volodymyr Zelensky fait une erreur d'analyse, il ne s'adresse pas à un public purement occidental. Et là, son discours est un discours purement occidental, parce que pour les pays non occidentaux, dire que la Russie est coupable de toutes les guerres qui ont lieu dans le monde, c'est quelque chose qu'ils n'entendent pas et qu'ils ne veulent pas entendre. Et donc, ils répètent un peu dans le vide le même discours. C'est un discours qui passe très bien dans le monde occidental, mais à Davos, il n'y a pas que les Occidentaux et il devrait peut-être un petit peu modifier son discours s'il veut être plus crédible. Mais évidemment, quand on voit que les conflits se multiplient avec leurs coûts économiques, pour prendre encore un exemple, outre Russie-Ukraine, le coût de l'énergie qui a diablement augmenté, outre Gaza et Hamas-Israël, on voit que les drones des Houthis font peser une menace sur le commerce mondial, ça allonge le temps de transport, donc ça allonge les coûts. Et donc effectivement, l'heure n'est pas tellement à l'optimisme parce que la géopolitique, c'est pas quelque chose qui est délié de l'économie. L'économie fait partie de la géopolitique. Et effectivement, au moment où on pensait être sorti de la crise économique créée par le Covid-19, on voit des conflits qui sont des conflits de guerre qui ont un impact non seulement bien sûr sur la vie de ceux dont on ôte la vie par la guerre, mais aussi sur l'économie, non seulement
seulement des pays qui participent à la guerre, mais également aux autres pays, puisque la crise économique due à l'augmentation de l'énergie, on le voit dans l'ensemble des continents, même si on en a des conclusions différentes selon que l'on soit occidental ou selon que l'on ne soit pas occidental. Jean-Ravel Lorenzi, est-ce qu'il y a des raisons d'être optimiste malgré ces conflits? Vous avez l'impression aussi que cette année, en particulier, ces questions géopolitiques, ces deux guerres, l'Ukraine, le Proche-Orient, pèsent particulièrement en tout cas, donnent un contexte incertain, participent à ce contexte incertain? Oui et non. Et juste peut-être pour nuancer un peu le propos, d'abord parce que c'est plus amusant de ne pas avoir exactement les mêmes opinions, je pense que l'année 2024 n'est pas cette espèce de vision de l'année de tous les dangers, tous les risques, etc. Je pense que l'évolution de l'économie mondiale est en fait aujourd'hui dominée par des éléments structurants qui porteront sur les années qui viennent. Je vais en prendre un exemple pour bien me faire comprendre. Pendant 30 ans, on a eu des taux d'intérêt qui étaient très faibles, pour une raison qui était très simple, pour partie. Les économistes discutent toujours des raisons de la valorisation des taux d'intérêt, mais le fait est que les investissements dans le monde, et notamment dans le monde occidental, avaient baissé. L'exemple, en France, on est les rois du rond-point, mais on n'a pas beaucoup investi. Et en revanche, l'épargne était très importante parce que, comme vous le savez, il y avait notamment l'épargne chinoise qui était très importante, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de protection, il n'y avait pas de protection sociale en Chine, donc 50% du revenu était épargné. Ce monde-là est en train de complètement basculer. C'est-à-dire qu'on va investir de manière massive, pas autant que les gens le pensent, mais il y a la transition énergétique, il va falloir faire la transition numérique, il y a la transition du vieillissement qui est géante en termes de financement, et l'épargne mondiale va diminuer ou en tout cas va stagner tout simplement parce que notamment la Chine va limiter, on l'a bien vu, elle ne rachète plus de titres publics américains, enfin tout ça change. Et donc ce sont des mouvements qui ont lieu sur presque une demi-décennie. Vous avez ce mouvement entre l'épargne et l'investissement mondial qui a changé. Dedans, la géostratégie est évidemment très importante, je me garderais bien de dire l'inverse, mais c'est un bout du sujet. Peut-être aussi. Oui, mais c'est un bout du sujet. Le sujet, c'est ce qu'on appelle la nouvelle mondialisation. C'est quand même, par exemple, ce sujet-là, qui consiste en réalité à savoir comment on va modifier, les rapports de force commerciaux, et deux, on va surtout, modifier les règles de financement à l'échelle mondiale. Et ça, c'est pas sur l'année, c'est pas sur les 2 ans, c'est un mouvement très structurel. Franck Dedieu, vous doutez de l'utilité de Davos même, en lisant votre papier, des mots ronflants, des idées consensuelles. Pour quel résultat, en fait, c'est la question que vous vous posez? Alors, pour quel résultat? On a regardé historiquement, pris 3-4 exemples sur les thématiques de Davos, et on s'aperçoit qu'ils sont passés un petit peu à côté, ils n'ont rien vu venir. Je vous donne quelques exemples. En 2006, on invite l'Inde, la Chine, un petit peu de paillettes avec U2, Bono, le chanteur de U2, Angelina Jolie. Bon, 2007, il se trouve que l'information clé, l'événement clé économique et financier sera la crise des subprimes. Je prends un autre exemple. Tout le monde ils ont été nombreux à être surpris. Oui, non, mais enfin... il y avait une note de HSBC, il y avait plein d'économistes qui savaient qu'il y avait avoir un problème. Sauf que... c'est l'histoire réécrite, ça. Les économistes ne sont pas bons, mais ils avaient vu la veille de ce qui allait se passer, qu'il allait se passer quelque chose. On parle de Davos et on parle des intervenants à Davos. En 2006, cette thématique-là, on est passé à côté. On se dit quand même, il y a des gens qui pensent beaucoup, qui sont importants, qui ont des informations, peut-être privilégiées. 2018, il était question de valeurs sociales, des multinationales qui, ce coup-ci, le cœur sur la main, allaient dire non mais attendez, on va peut-être voir autrement le partage de la valeur. Un an après, record mondial de la distribution de dividendes et de rachat d'actions. Ce que je veux dire par là, c'est que, à vrai dire, et c'est là où c'est la limite fondamentale de Davos, c'est que je pense, pour employer un mot qui est un mot de Jacques Attali, comme quoi il est parfois bien inspiré, c'est qu'il dit ils ont une vision un petit peu shakespearienne des choses. C'est-à-dire que, en gros, ils sont sur un théâtre. Le réel est un théâtre où les grands de ce monde discutent. Et d'ailleurs, parfois, les journalistes prennent des notes ou commentent. Bon.
Ou à Nîmes. La grande nouveauté depuis la crise de 2007 et ces multicrises qui se succèdent, peut-être, c'est que ce n'est pas une vision shakespearienne qu'il faut avoir, c'est peut-être une vision marxisante. Je n'ai pas dit marxiste, j'ai dit marxisante. C'est-à-dire que l'histoire, elle n'est pas faite sur une scène de théâtre avec des grands de ce monde, elle est faite aussi par les peuples. Et la grande nouveauté, je pense, de cette décennie qui s'est achevée, c'est de se dire, au fond, les peuples ont pris le dessus. Alors, pour le meilleur ou pour le pire, on peut en débattre pendant, pendant des heures. Mais en vérité, il y a une perception d'analyse qui est fausse depuis le début dans cette histoire. C'est qu'ils ne font pas l'histoire. Jean-Hervé, une réaction peut-être? Non, je vais dire juste, vous m'avez présenté comme un adversaire résolu de Davos. Je suis bon joueur, je reconnais que nous sommes très différents. Quand on dit, je parle des rencontres d'Aix, quand on dit vous êtes le Davos français ou provençal, je dis provençal oui, français oui. Les rencontres économiques d'Aix-en-Provence qui ont lieu en juillet. Maintenant, sur le fond, je trouvais que ce thème, vous l'avez évoqué tout à l'heure, reconstruire... Retrouver la confiance. Retrouver la confiance. Moi, je veux bien, mais même à des étudiants de première année de Sciences Éco, je n'oserais pas leur poser un problème de cette nature. Donc, ça veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire, retrouver la confiance, recréer la confiance? Donc, si vous voulez, je pense que c'est utile, au sens où, de temps en temps, il y a les Chinois qui viennent, etc. Enfin, ça doit être très amusant. Moi, j'ai jamais été, donc ça doit être top. Maintenant, me dire un instant que les puissants de ce monde, je suis très d'accord avec cette idée, ce sont les puissants qui parlent aux puissants. Les peuples ne sont pas constitués uniquement de puissants. Donc, ce qui est important, c'est les gens... J'allais dire l'expression des peuples qui se fait d'une manière ou d'une autre. Et donc, voilà. Donc, je suis... malheureusement, je ne suis pas à Davos. Encore que c'est très heureux d'être avec vous. Et, en tout cas, on en parle. Et voilà, et c'est pour ça qu'on en parle. Alors, puisque vous parlez des puissants, on va écouter le Premier ministre chinois qui s'est posé en défenseur du commerce mondial, lui. Il a raison. L'ouverture de la Chine au monde extérieur est inébranlable. Nous continuerons à créer de bonnes conditions pour que les pays du monde entier partagent les opportunités offertes par la Chine. Au cours des 40 dernières années, la Chine s'est développée tout en profitant au monde entier. Aujourd'hui, la Chine est un partenaire commercial majeur de plus de 140 pays et régions, et le niveau global de nos droits de douane a été réduit à 7,3%. Intéressant son discours en pleine guerre commerciale avec les États-Unis. Oui, c'est classique. L'appareil chinois, rappelez-vous l'édition 2018 où Xi Jinping s'était fait le chantre de la mondialisation. Mais tout le monde l'avait un peu cru à l'époque. Et Donald Trump du protectionnisme. Alors, la Chine n'est pas aussi ouverte que cela. Elle a quand même des droits de douane plus importants que les pays dans lesquels elle exporte. Mais c'est vrai que Davos, les Chinois sont tout à fait à leur aise. C'est le libéralisme économique, c'est le capitalisme débridé. Donc, pour les Chinois, ça va tout à fait. Et c'est surtout le moment d'avoir des contacts. En fait, il y a toujours un peu, Davos n'est pas une sorte de directoire mondial comme des fois on l'entend ou tous décideraient. En même temps, c'est pas tout à fait inutile. C'est une sorte de club où les gens se rencontrent, où les riches parlent aux dirigeants et chacun essaye d'un peu d'attirer chez lui un peu d'investissement, etc. Mais il n'y a jamais eu de décision fondamentale qui ont été prises à Davos, je suis d'accord avec vous. On essaye d'habiller, on se veut vertueux sur le climat, même si tout le monde vient en jet privé et en hélicoptère. On fait beaucoup sur les équilibres sociaux, alors que la plupart des gens qui sont là, ils sont assez peu sensibles. Mais comme vous dites, il parle aux investisseurs, en fait. Hein, c'est chef d'État et chef de gouvernement. Un mot justement sur le discours du Premier ministre Jean-Hervé Lorenzi. La Chine... Aujourd'hui, il déclare que c'est une économie ouverte. Enfin, tout de même. C'était intéressant parce que Xi Jinping, lorsqu'il l'a dit il y a plusieurs années, tout le monde l'avait cru. Mais aujourd'hui, il y a une vraie guerre commerciale avec les États-Unis. On le sait qu'ils augmentent les droits de douane. On sait qu'il y a une guerre technologique aussi avec les États-Unis. Oui, enfin, je veux dire que le monde se soit plus fracturé après une espèce de passage assez simple à comprendre. D'ailleurs, le monde entier a profité de coûts de production qui étaient très faibles. Puis à un moment, ça devient moins évident. Et à ce moment-là, tout le monde retrouve ses billes. Je veux dire, tout ça est une histoire assez simple. Mais qu'est-ce que ça dit de la mondialisation, Jean-Hervé Lorenzi? Pardon, qu'est-ce que ça dit de la mondialisation? Qu'elle va changer de nature. Elle est déjà en train de changer, non? Elle est en train de changer. Je répète que les taux d'intérêt, par exemple, sont liés un peu à l'inflation.
Bien entendu, c'est compliqué les taux d'intérêt, hein, mais c'est pour partie lié au fait que l'équilibre investissement-épargne mondial est en train de basculer. Vous l'avez bien expliqué, mais est-ce qu'on a atteint un pic? Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les banques centrales vont baisser plutôt leur taux d'intérêt et que donc il y a une sorte d'optimisme qui devrait s'afficher en 2024 parce qu'on est dans la fin de la hausse des taux d'intérêt et donc de ce coût très important? Oui. Parce soft landing, comme on dit en anglais. Parce que l'inflation, pour les gens de ma génération, c'est vrai que 4-5% d'inflation, dans ma génération, on était toujours au-dessus de 10%. Quand Carter cède la place à Reagan, les États-Unis ont une inflation qui est de plus de 15%. Donc c'est vrai que l'inflation, ça a été un moyen, je dirais, et la conséquence de déséquilibres qui ont eu lieu juste après la Covid, qui est quand même, alors là, un truc absolument géant qui a pu avoir lieu. Après, la réalité de l'évolution des taux d'intérêt n'est pas, je parle des taux d'intérêt à long terme, ce qui compte vraiment, ce n'est pas entre les mains des banques centrales, il est entre les mains, aujourd'hui, il ne l'est plus, il est entre les mains des investisseurs, des besoins d'investissement, des besoins d'épargne, de ceci, de cela, donc des flux d'épargne d'investissement. Il y a une réalité de l'économie, et derrière des déclarations d'un tel ou tel gouverneur de banque centrale, il y a aussi le fait que le monde échange, il y a des tas d'acteurs économiques, des millions d'acteurs économiques qui Mais vous êtes plutôt inquiet cette année ou pas? Vous êtes plutôt inquiet pour 2024 ou pas? Non, je ne suis pas particulièrement inquiet. Je pense qu'on est dans une stagnation assez sensible. Je ne vois pas de drame sauf géostratégique. Mais là, je me mets sous le regard bienveillant de Pascal. Sur le reste, sur l'économie, non, il n'y a pas de drame. On est dans une stagnation. Les prévisions de la croissance du FMI, qui sont toujours assez inexactes au début d'année, puis ils diminuent tout au long de l'année, mais c'est 2,4% de croissance mondiale. On n'est pas dans un monde qui est dramatique. On a tendance à considérer que c'est un peu moins bien qu'avant. J'espère que ce sera mieux par la suite, mais c'est pas dramatique. Lorsque Jean-Hervé dit « le monde échange et le monde continue d'échanger », c'est vrai. Et c'est assez troublant parce qu'on a vu qu'il y avait ces deux grands conflits qui avaient cristallisé les oppositions entre des blocs, on parle de Sud global et d'Occident, au sein même des nations, où on voit que, par exemple, aux États-Unis, ils ne sont pas tous d'accord entre républicains et démocrates pour voter la prolongation de l'aide à l'Ukraine. En France, le conflit au Moyen-Orient crée aussi des dissensions. Et pourtant, assez paradoxalement, il y a une poursuite d'une forme de mondialisation. La Chine, quand ce discours-là n'est pas totalement un discours du Premier ministre chinois de rhétorique, c'est aussi le fait qu'ils n'ont pas pu se développer, je dirais, par la demande intérieure. Ils ont encore et toujours besoin de commercer avec le reste du monde. Vous prenez les Européens, vous avez vu des remises en cause drastiques des accords de libre-échange? Pas vraiment. On en a signé un il y a peu de temps avec la Nouvelle-Zélande. Lorsque Emmanuel Macron parle de réarmement économique, quelque part, il veut dire je me suis inséré dans les règles du jeu de la mondialisation, de la globalisation et de la compétitivité. Comment? En baissant les coûts de production, enfin l'impôt de production, en baissant l'impôt sur les sociétés, en le ramenant à une espèce de taux moyen européen qui est autour de 25%. Autrement dit, ce qui est assez étrange, c'est qu'on peut se dire que d'un point de vue politique ou diplomatique, et peut-être vous en parlerez, il y a une forme de démondialisation, mais d'un point de vue strictement commercial, c'est assez paradoxal, mais ça ne vient pas. Et tous les acteurs européens jouent la carte, surtout France, en l'occurrence la France, joue la carte de la compétitivité pour s'insérer, pour s'adapter. On peut le refuser, on peut s'en féliciter, mais c'est un fait. Pascal Boniface. Oui, même pour les conflits, ils sont aussi mondialisés. Auparavant, la Chine ne serait pas occupée d'un conflit entre la Russie et l'Ukraine et ne serait certainement pas occupée d'un conflit entre Israéliens et Palestiniens. Le fait que le Brésil ait son mot à dire, l'Afrique du Sud qui envoie Israël devant la Cour internationale de justice, on voit bien que ces deux conflits ne sont pas des conflits limités aux deux protagonistes ou leurs alliés proches, ce qui aurait été le cas il y a 10 ou 20 ans, mais ils ont un impact mondial avec notamment ce clivage, The West versus the Rest, avec les Occidentaux qui ont un avis à peu près global sur le conflit Russie-Ukraine, c'est la Russie qui a tort, on doit défendre l'Ukraine. Et un autre avis sur Israël-Gaza, c'est Israël qui a attaqué, on doit défendre Israël. Et le Sud qui a l'avis généralement contraire, à quelques exceptions près. Donc en fait, même les conflits qui étaient parfois des conflits relativement locaux ont un impact mondialisé.
Et au sein même des sociétés, parfois. Oui, alors ça, c'est... Mais on parlerait plutôt de fragmentation quand même aujourd'hui, ça serait ça le terme. C'est vrai qu'il y a du niveau du discours qui est sur fini la mondialisation heureuse d'un Danemark, pour dire les choses comme elles sont. On est tous d'accord là-dessus. Non pas sur la mondialisation heureuse, sur la fin. Sur la fin de la mondialisation heureuse. On est tous d'accord mais là-dessus. qu'est-ce qui a pris la place le bonheur, mais en même temps, on dit que la mondialisation, elle est toujours là. Donc, qu'est-ce qui a pris la place de la mondialisation heureuse? Il y a plus La fragmentation, c'est ça le grand terme. Optimisme, le fait que deux pays qui ont un McDonald's ne se font pas la guerre, ou voilà, le fait que... En fait, ils peuvent se faire la guerre même s'ils ont tous les deux un McDonald's, oui, c'est ça. On le voit, effectivement. Et le fait que l'eurocommerce, à Pékin c'est terminé. ou à Moscou, enfin maintenant il n'y en a plus à Moscou d'ailleurs, mais à Pékin il y en a, et il y a quand même des tensions avec la Chine. Donc la mondialisation heureuse, c'est dire que le monde devenait plat, il n'y aurait plus de conflits, c'était la fin de l'histoire, etc. On voit bien que la fin de la guerre froide n'a pas débouché sur un monde pacifique, et que l'élargissement du capitalisme, de fait, au monde entier, à part la Corée du Nord, n'a pas débouché sur un monde pacifique et harmonieux. En fait, c'est la mondialisation malgré tout, j'ai envie de dire. La mondialisation malgré tout. On va écouter maintenant la responsable du rapport d'Oxfam, parce qu'il y a tout de même des ONG aussi à Davos, en plus de ces dirigeants et de ces entreprises, et ils publient tous les ans un rapport sur les inégalités. Voilà ce qu'elle en dit. Les 5 plus gros milliardaires ont doublé leur fortune. Et près de 5 milliards de personnes, soit 60% de la population, se sont appauvries. Voilà ce qui se passe, et c'est une décennie de division. Une décennie de division au cours de laquelle Oxfam a prédit que dans une décennie, nous aurons un trillionnaire. Et ce, alors que près de 800 millions de personnes n'ont pas été en mesure de maintenir leur salaire réel au niveau de l'inflation. Jean-Hervé Lorenzi, vous qui travaillez beaucoup sur cette question des inégalités, un trillionnaire, ça c'est dans une décennie, et en même temps, c'est ce qu'ils disent, la fortune des 5 hommes les plus riches a doublé en 3 ans, et en même temps, le patrimoine et les revenus des 5 milliards de personnes ont reculé. Donc il y a toujours cette problématique des inégalités. Oui, toujours il faut décrypter ce qui a été dit pendant les 15 dernières années. Moi, je suis convaincu qu'on bascule dans des discours différents. Vous vous souvenez, à juste titre, on disait c'est formidable en mondialisation, puisque ça a permis à des classes moyennes très importantes, notamment en Chine, de trouver finalement, de s'épanouir et d'avoir des affaires. Tout ça est parti, disparu. Les inégalités sont, à mon avis, seront dans les années qui viennent, j'allais dire beaucoup plus mise en accusation. L'affaire du ruissellement est comme une aimable plaisanterie. Juste pour la plaisanterie, oui. J'ai écrit un petit bouquin dont le succès aura sûrement lieu. Et on rappelle avec mon co-auteur que Adam Smith, donc vraiment pas un marxiste, un pré-marxiste, mais Adam Smith disait qu'il était frappé du fait que la population hollandaise et que la Hollande, les Pays-Bas, avaient une croissance beaucoup plus rapide que la Grande-Bretagne, alors même que le niveau d'inégalité était beaucoup moins important. Donc c'est la plus belle démonstration du fait que l'idée du ruissellement est comme une idée un peu rapide, disons. C'est rapide. Tout ça pour dire que ça va revenir, cette histoire d'inégalité va revenir sur l'affaire, avec des formes très précises, et vous allez voir lesquelles. Les dividendes, dont on a rappelé qu'elles avaient été absolument géants. Dividendes. Tu as rappelé tout à l'heure, Franck, que c'était en 2018, absolument géant en 2019. Ces dividendes, qui sont normalement la rémunération du risque, sont évidemment sans plus aucun rapport avec la rémunération du risque. Donc il va y avoir une bagarre sur ce sujet-là. Quant au rachat d'actions, qui sont quand même une chose absolument stupide sur l'économie mondiale, c'est-à-dire le fait que pour pouvoir grimper la valeur de son action, on rachète, qui ne sert à rien, sauf à faire grimper l'affaire, tout ça va être mis en accusation, et on va peut-être retrouver... Est-ce que ça va être mis en accusation véritablement? Et on va retrouver les accents du 19e siècle, les 19e siècle, où on parlait, où au fond le capitalisme se donnait une mission, il y avait une vision messianique de son rôle de développer l'économie mondiale. Alors on mettait ça plutôt sur le compte des protestants. Enfin bon, je veux dire, mais il y avait cette vision-là. Et on va revenir forcément sur une vision plus engagée de nos sociétés. Et derrière ça, c'est la manière dont on utilise l'argent.
Oui. Alors justement, elle entraîne des conflits, parce que là, à vous écouter, Jean-Hervé Lorenzi, ça a l'air d'être soft, tranquille, mais pas vraiment, Franck de Dieu, sur cette question des inégalités, justement. C'est-à-dire du partage, de la valeur ajoutée. Je veux bien qu'il y ait des représentants d'ONG qui fassent la photographie des inégalités, qui fassent le diagnostic. Mais il y a aussi une forme de fatigue de la part de tout le monde, et en particulier ceux qui les vivent, de constater que, en gros, tous les jours, les inégalités augmentent. Alors, il y a des centaines et des centaines d'études qui le montrent. Après, il y a des différences entre les différents pays. Oui, vous avez raison. Mais l'essentiel, c'est que, moi, la question que je me pose, c'est comment va réagir l'auditoire de cette ONG ? Qu'est-ce qu'ils vont dire ? Est-ce qu'ils vont dire, demain, on va réglementer, on va dire, voilà, on n'aura pas le droit de distribuer un dividende, plus de 20% des profits, on le donnera en la répartition des salariés ? Je crains que non. On arrête les distributions d'actions gratuites ou de rachat d'actions. Je crains que non. Autrement dit, il y a une forme d'usure de ce diagnostic. Je le regrette parce que je suis aussi un producteur de ces diagnostics sur les inégalités. Mais quelque part, quand vous êtes à Davos, l'essentiel, c'est pas de faire une énième étude, c'est de savoir comment l'auditoire va répondre. Et j'ai peur qu'en fait, ça ne change strictement rien. C'est clair, parce que Oxfam, c'est un peu l'hommage du vice à la vertu, ou l'inverse. C'est-à-dire que les responsables de Davos se donnent bonne conscience en invitant des ONG qui font un constat extrêmement lucide, extrêmement pertinent, extrêmement utile, parce que c'est bien qu'il y ait des lanceurs d'alerte. Mais l'auditoire d'Oxfam à Davos, il ne va pas en tenir compte, ça fait quand même des années. Après, les médias, évidemment, diffusent cette information. C'est un peu une caisse de résonance, Davos. Le public, il est ailleurs que les gens qui sont directement et physiquement à Davos. Ensuite, une telle étude d'Oxfam, ça peut servir dans le combat politique, dans le combat idéologique, pour dire attention, les inégalités. Mais les appels à la réduction des inégalités qui sont lancés chaque année à Davos ne sont jamais suivis d'effet par ceux qui y sont. S'il y a des progrès, c'est pour d'autres facteurs. Et en tous les cas, on a vraiment l'impression là qu'on est dans un théâtre. Effectivement, vous avez parlé de Shakespeare tout à l'heure. Et que pour se donner bonne conscience, pour montrer qu'on s'occupe du climat, on s'occupe de la réduction des inégalités. Mais les gens qui viennent à Davos, c'est pas pour préserver le climat et c'est pas pour réduire les inégalités. C'est plutôt pour continuer d'ailleurs à en profiter au maximum, au détriment du climat et au détriment des plus pauvres. Jean-Hervé Lorenzi, est-ce qu'en France, on devrait changer la fiscalité, justement ? Est-ce qu'il y a cette problématique des inégalités très forte ? Je vais vous dire, j'ai une position tout à fait critiquable, mais qui n'est pas celle-là. Moi, c'est pas tellement redonner les 80% de dividendes, c'est investir. C'est-à-dire, le problème numéro un, c'est ce que dit Emmanuel Macron, me semble-t-il, non ? C'est-à-dire ne pas taxer pour investir. Mais est-ce que ça marche ? Non mais attendez, c'est pas que ça marche. Chacune des transitions, les trois qui est évoquées, numérique, démographique et la démographie, ça coûte très cher. Hein. Les vieux comme moi, ça va coûter très cher, très cher. Et le climat, chacune d'entre elles, c'est entre 50 et 100 milliards de plus par an à sortir. D'où est-ce qu'on va les sortir ? Même si on en fait la moitié. Entre 50 et 100 milliards, ça veut dire qu'on est entre 150 et 250 milliards d'euros. C'est hallucinant. D'où on va les sortir, donc c'est la... On va canaliser, comme ce fut le cas dans notamment une large partie du XIXe siècle, on va canaliser une partie des résultats des entreprises, non pas pour distribuer des dividendes, mais pour investir. On va dire que les rachats d'actions, ça suffit parce que ça ne sert à rien. Il faut qu'on investisse. Si on veut que, au fond, nos sociétés arrivent à surmonter les difficultés que sont celles de s'occuper des générations qui sont en train de disparaître, enfin, qui sont en difficulté. Si on veut être bon en intelligence artificielle, pas se contenter d'en parler, mais être bon là-dedans. Si on veut essayer de réduire les problèmes climatiques, ce sont des centaines de milliards qu'il faut mettre. Il faut bien les trouver quelque part. Donc la réalité... Donc ça veut dire orienter l'épargne, en fait, hein, c'est ça. Orienter le résultat des entreprises vers... Alors, comme je suis pas... je tiens à conserver de bonnes relations avec beaucoup de gens, notamment pour les rencontres d'Aix, je dis, soyons raisonnables, mais il faut quand même considérer un peu à la méthode du XIXe siècle que l'objectif du capitalisme, le véritable bienfait du capitalisme, c'est pas de ce qui s'est passé au XIXe siècle, c'est d'abord et avant tout d'être capable d'investir parce que c'est la responsabilité des entreprises de se développer, de croître et de créer de l'emploi et de la richesse. Alors, il y en a un qui croit au capitalisme, mais le modèle ultralibéral, c'est donc le nouveau président
argentin, Javier Milei, qui donc a pris la parole également à Davos aujourd'hui. On l'écoute. Aujourd'hui, je suis ici pour vous dire que le monde occidental est en danger. Et il est en danger parce que ceux qui sont censés devoir défendre les valeurs de l'Occident sont cooptés par une vision du monde qui conduit inexorablement au socialisme et, par conséquent, à la pauvreté. Malheureusement, au cours des dernières décennies, sous l'impulsion de quelques individus bien intentionnés et désireux d'aider les autres, et d'autres motivés par le désir d'appartenir à une caste privilégiée, les principaux dirigeants du monde occidental ont abandonné le modèle de la liberté pour différentes versions de ce que nous appelons le collectivisme. Franck de Duret est économiste, le président argentin, ultra libéral. Oui, ultra-libéral, mais si vous remarquez, il est complètement dissonant. C'est-à-dire qu'il n'est pas avec un public de libertariens ou d'anarcho-capitalistes. Pas du tout. Il se dit du moins face à un public, je dirais, attachés à l'économie, attachés à la maximisation. Ils sont quand même plutôt libéraux, libéraux. Oui, ils sont plutôt libéraux. C'est-à-dire qu'en gros, ils se disent que, d'un point de vue, décidément, ce soir, je vais passer pour le marxiste de service, mais d'un point de vue strictement marxiste, ils ont intérêt à ce qu'il y ait une part de redistribution et de dépenses sociales dans le PIB pour, quelque part, proroger leur domination économique et financière. Et lui, il arrive et il fait l'anarcho-libertarien. Alors, moi, c'est pas du tout ma tasse de thé, mais quelque part, il est très dissonant dans cet univers-là. Quand il dit vous êtes collectiviste, évidemment, et c'est ridicule, mais en revanche, il y a l'idée quand même de se dire le monde occidental, en gros, on parlait d'une époque de capitalisme à visage humain. En ce qui concerne l'Occident, vous avez quand même des dépenses publiques par rapport au PIB qui vont de 20 à 40 ou 50%. Donc vous êtes quand même dans un univers qui n'est pas ultralibéral. Il est très dissonant, il le fait exprès, il en rajoute. Alors, habituellement, on est un peu dissonant en s'adressant au public de Davos en disant « vous n'êtes pas assez à gauche ». Lui, il dit « vous n'êtes pas assez libertarien ». Oui, et donc il veut passer l'Argentine à la tronçonneuse. Il est encore en campagne électorale, parce qu'il s'adresse à ses électeurs et pas du tout aux gens qui sont là. Parce que s'il y a des gens qui doivent investir en Argentine, à l'écouter, ils vont se dire « on se méfiait déjà, mais là, on va se méfier encore plus ». Donc il est pas du tout dans le rôle qui devrait être le sien. Il devrait être plutôt faire profil bas, en tout cas ne pas être dans l'excès. Et là, en fait, il fait un discours de campagne, mais la campagne est terminée, il a été élu, donc il faut qu'il passe un autre rôle. Il est toujours peut-être dans le seul rôle qu'il connaisse, le rôle de candidat, parce qu'apparemment, être président, c'est beaucoup plus compliqué pour lui. Jean-Hervé, vous, c'est le modèle un peu de l'école de Chicago, mais vraiment poussé à l'extrême. Javier Milei, il veut plus de dépenses publiques du tout, il supprime les ministères, il veut supprimer toutes les dépenses publiques. Quand il parle de liberté... Mon avis, oui, c'est ça, mais c'est un libertarien avec... honnêtement, un pays comme l'Argentine ou comme un autre dirigé par un libertarien, c'est pas ce qu'on peut souhaiter de mieux. Moyennant quoi, l'Argentine est quand même un sacré pays. L'Argentine, c'est le bonheur absolu de la réflexion des économistes. Ils n'en ont pas beaucoup. C'est un cas unique. C'est vraiment le pays potentiellement le plus riche. L'Argentine a tout. Ils sont une quarantaine de millions, je crois. Quarantaine de millions. Ils sont assez homogènes. Ils viennent d'Espagne, d'Italie, d'Irlande. Et ce pays, qui est inimaginable, n'est pas capable de nourrir convenablement presque de la moitié de la population. Non, mais c'est surréaliste. Donc c'est vrai qu'après avoir été, je crois, la 7e puissance du monde. 10e puissance mondiale. Oui. C'est incroyable. Ça mériterait, ça mérite évidemment un regard de curiosité. Comment ce pays... À part la RDC, il n'y a pas mieux, oui. Oui, il n'y a pas. Donc c'est incroyable. Alors, sa solution, c'est le passer à la tronçonneuse. Voilà. Pour moi, il est un peu curieux, mais les péronistes, et l'été aussi. Madame Kirchner était quand même non seulement... Quand je suis arrivé la première fois en Argentine, elle était accusée d'avoir assassiné un procureur, je crois. Enfin bon, donc on est quand même dans un pays qui est inimaginable. Donc oui, il n'y a pas la moindre rationalité dans ce pays, qui est vraisemblablement un des pays qui devrait se développer le plus au monde. Emmanuel Macron, en tout cas, est de retour à Davos après 6 ans, le président français. Il est accompagné donc de patrons du CAC 40, mais aussi donc d'une dizaine de jeunes start-up. On va l'écouter. Il faut investir plus, il faut aller plus fort sur le climat et l'intelligence artificielle, il faut faire plus de réformes, mais il faut aussi qu'on continue de changer le modèle qui est le nôtre, en créant davantage d'emplois en Europe et des emplois mieux rémunérés. Au fond, il faut que vous m'aidiez
que vous nous aidiez à créer plus de good jobs. Parce que tout à l'heure, un intervenant me disait comment avoir plus de stabilité en Europe. Et je disais très simplement, aidez-nous à donner de l'espoir aux classes moyennes. Franck de Dieu, une réaction peut-être Quelque part, il y a une forme d'en même temps aussi dans son discours. C'est-à-dire, il dit je suis ici pour donner confiance à la France, qui est une terre qui est supposément attractive. J'ai fait des efforts en ce qui concerne la fiscalité, venez investir. Et il s'adresse dans le même temps aux salariés en disant mais attendez, si vous voulez de la stabilité, ce qui est vrai, le meilleur moyen d'arriver avec de la stabilité économique, financière et même politique, c'est quand même qu'il y ait une classe moyenne digne de ce nom. Parce que la classe moyenne aujourd'hui dans tous ces pays-là, en particulier en Europe, décide de rompre avec, je dirais, cette pensée Davos, qui est celle du libéralisme, non pas débridé, parce que c'est plus compliqué que ça, mais d'un libéralisme de bonne loi, je dirais, d'un agréable commerce, comme à l'image de Davos et de la Suisse, enfin de cette station-là. Donc, effectivement, il est entre les deux, il essaye de parler aux deux. À vrai dire, comme il y a une espèce de consensus autour de cette table pour dire que ça ne sert pas à grand-chose dans la mesure où le monde du business et le monde du politique passent toute l'année à se rencontrer de façon non formelle, le fait qu'ils soient là, qu'ils convergent dans le même lieu, ne change pas grand-chose à l'affaire. Il avait besoin d'avoir, je dirais, un discours. De retourner en tout cas là-bas avec les entreprises. Investissez en France, choisissez la France, voilà. Pascal Boniface. Oui, effectivement, c'est l'exercice classique. Alors, bien sûr, les grands patrons et les dirigeants qui se voient sans cesse, mais là, c'est un club un peu élargi avec forcément... C'est vrai qu'il n'était pas retourné pendant 6 ans, hein, oui, donc c'est assez... Oui, parce que c'est vrai que Davos s'est connoté un petit peu quand même, et donc... il est allé au tout début de son premier mandat. Parce qu'au début, pour montrer qu'il était en charge et qu'il veut attirer les investisseurs, et ensuite, il ne fallait pas paraître trop proche des milieux patronaux et pas trop à droite, donc il avait un peu modifié cela. Bon, une fois encore, on est dans des exercices connus. Je suis pas sûr que ça déclenche des tonnes d'investissements en France d'y être là. Mais alors la France est devenue tout de même assez attractive. Hein. Oui, mais c'est pas parce que Macron va à Davos, c'est pour d'autres raisons. Bon, ceci étant, ça ne nuit pas d'y être, ça ne nuit pas d'être en contact, et je dirais qu'on n'est pas en excès de rencontres entre les gens différents. Sauf que là, pour résoudre les grands problèmes du monde, le problème, c'est que ceux qui sont en guerre ne sont pas là. Donc, parler d'une paix entre la Russie et l'Ukraine sans les Russes, c'est un peu compliqué. Et parler d'une paix entre Israël et les Palestiniens sans les Palestiniens, c'est aussi un peu compliqué. Donc en fait, il y a quand même là une sorte de sens unique qui ne permet pas, mais voilà, on va habiller cela de bonnes paroles. Puisque vous parliez de financement, Jean-Hervé Lorenzi, Emmanuel Macron appelle l'Europe à émettre à nouveau de la dette commune pour investir dans des priorités d'avenir. Ça, il a une sorte de pavé dans la mare tout de même. Hein. Est-ce que ça va redéclencher un conflit avec les Allemands notamment ? Non, cette histoire de dette, non, mais non, vous êtes sûr là, mais non, je veux dire, tout ça c'est du... Tout le monde, sa position française depuis... Quasiment, j'ai l'impression que depuis que je suis né, ce qui oui, mais là, il le redit. On a toujours été pour des lancements d'émissions obligataires ou de la dette commune. Mais ça n'a été fait qu'une fois, on a final, toujours, vraiment. Oui, bon, enfin, c'est déjà pas mal. Mais en réalité, ça a toujours été le cas. On a toujours aussi la position... Vous savez, ces positions, on a parlé de théâtre, chacun joue son rôle. Les Allemands, qui, dedans, je connais pas mal d'économistes allemands qui ne sont pas contre, mais la position politique allemande, c'est que c'est pas bien parce que c'est d'abord parce que c'est proposé par les Français, donc c'est quand même pas bon. Est-ce que c'est une bonne idée dans l'absolu ? Oui, parce que vous parliez justement de recherche du financement. Il va falloir financer ce monde de, j'allais dire, d'investissement absolument géant. Quand vous parlez de 24% de PIB, soit 2 points de plus de taux d'investissement, de plus qu'aujourd'hui. Donc un taux d'investissement en France, hein, simplement. Moi, donc est-ce qu'on pourrait le financer avec une partie de la dette européenne ? J'adore qu'on parle toujours de l'Europe, mais enfin, quand on s'interroge sur où va s'installer Intel, où va s'installer, je veux dire, c'est aussi un espèce de discours fatigant. Je veux dire, on a désindustrialisé notre pays volontairement. On a décidé ça, comme la même chose que on a décidé de sortir d'Afrique. C'est exactement la même chose. Ce sont des décisions assumées. Quand il y a 30 ans, j'ai vraiment pensé
et quand je dis je, c'est tout le monde a bien vu qu'on avait une vision du monde dans lequel la France allait être géniale dans le tourisme et dans la finance, et qu'on allait battre la place de Londres. La réalité, c'est qu'il a fallu 30 ans pour savoir que c'était quand même pas top. Et là, on réindustrialise, mais on n'y est pas. En tout cas, le discours est là, et il est celui de la France. Et quand on dit qu'il faut réindustrialiser l'Allemagne ou l'Europe, j'ai toujours envie de rigoler en disant l'Allemagne ne nous a pas attendus pour être une grande puissance industrielle. Donc on a une espèce de discours qui est incapable de faire front à des problèmes. Il y a des tas de problèmes qui doivent être européen. Moi, je suis pour la dette. Je suis comme tout le monde. Je suis évidemment pour une dette mutualisée en Europe. Par ailleurs, il y a des problèmes, les problèmes d'éducation en France ou les problèmes d'industrie en France. C'est pas les problèmes de la Slovénie, c'est les problèmes en France. Oui, moi, je trouve que quelque part cette initiative un peu tarte à la crème de dette commune, etc. Ça prend une allure extrêmement technique, voire technocratique. Est-ce que vous créez un ethos européen, un sentiment de destin commun dans un monde fragmenté, pour reprendre l'expression de la thématique de Davos, en faisant des émissions obligataires, en se disant est-ce que le taux d'intérêt auquel je vais émettre mon obligation européenne, elle sera supérieure ou inférieure à mon obligation nationale? Autrement dit, je trouve que de remettre sur le tapis l'idée de la souveraineté européenne, qui est son grand, elle n'a pas d'existence, ou alors elle ne pourra pas avoir d'existence que si elle concerne, si elle se résume à des émissions d'obligations européennes. Il faut bien financer les projets, en fait. Non, oui, mais ce qui crée quand même, je dirais, si on croit à la souveraineté européenne, il faut croire à quelque chose qui transcende un peu et qui se dise, ben voilà, il existe un peuple européen, il y a un sentiment, une volonté de désir de vivre ensemble, d'avoir un destin commun. C'est peut-être avec des questions diplomatiques, militaires, etc. C'est certainement pas avec une émission d'obligations sur le marché. Là, on se dit qu'il avait effectivement un public. Il avait peut-être un taux convertible, obligations convertibles. Il avait le public pour ça, probablement. Oui, alors, c'est vrai, mais bon. Pascal Boniface, un mot quand même sur la natalité, baisse de la natalité en France, avec ce rapport qui est sorti. Et Emmanuel Macron parle de réarmement démographique. Donc, il a parlé d'un congé de 6 mois, justement, un congé parental. Taux de fécondité, il est de 1,68 enfants par femme en âge de procréer, contre 1,8 enfants par femme un an plus tôt. Donc ça, en France, c'est quand même une chute importante. En Chine, c'est la même chose, d'ailleurs. Oui, c'est 1,2 en Chine. En Corée du Sud, c'est 0,80. Donc c'est encore moins. Il y a un problème général, sauf en Afrique, et malheureusement pour l'Afrique, de baisse de natalité qui ne sont pas dues. Les conditions matérielles jouent, mais il y a aussi l'éco-anxiété, il y a aussi les conflits, il y a aussi d'autres choix de vie qui sont faits. Et donc, bien sûr, on peut essayer de stimuler un peu, enfin Poutine a rehaussé un peu la natalité en Russie par des décisions matérielles, par des aides matérielles. Ça ne suffit pas. Il y a un phénomène général que les gens veulent moins d'enfants et que notamment les pays qui arrivent à une certaine richesse trouvent que ça devient compliqué. C'est vrai aussi que si on veut avoir que les gens aient plus d'enfants, peut-être qu'il faut diminuer le prix de l'immobilier parce que il faut aussi loger les gens et regarder qui peut avoir des enfants à Paris, etc. Donc il y a un côté matériel, mais il y a aussi un côté sociétal. Ceci étant, il faut aussi régler la question matérielle. Cette chute de natalité, elle est réelle. Je dirais que quand je me vois, je me désole, quand je me compare, je me console, parce que par rapport aux autres pays occidentaux, on n'a pas à rougir, sauf aux États-Unis. Mais aux États-Unis, l'augmentation de la population, elle est due à l'immigration. Elle n'est pas due à la natalité. Mais les seuls pays qui ont des forts taux de natalité, malheureusement pour eux, ça va les conduire au désastre, c'est les pays d'Afrique de l'Ouest qui n'ont pas réussi leur transition démographique. Et la natalité, ça peut être un drame si elle baisse trop, mais c'est aussi un drame si elle augmente trop. Au Niger, dans les pays du Sahel, etc. Bon, les Chinois aussi s'inquiètent parce qu'ils ont perdu 2 millions d'habitants l'an dernier, mais 2 millions sur le nombre, c'est pas grave. Et l'Inde, qui elle augmente sa population, se vante d'être devenue le pays le plus peuplé du monde, elle ne va pas devenir le pays le plus riche du monde parce qu'elle a plus de population. Réarmement démographique, oui, c'est important ça. Non, démographie, c'est... Je peux rien dire de plus que ce que Pascal vient de dire, mais ça coûte très cher.
Très très cher, parce que pour 3 raisons. La première, c'est que en France, on a 20% des plus de 60 ans. Une minute là. Hein ? Faut accélérer un tout petit peu. Oui, 20%. Donc ça coûte très cher. 1, parce qu'il faut s'en occuper des vieux. 2, parce que l'innovation, ça vient plutôt des jeunes que des vieux. C'est comme ça. Et la troisième raison, toujours la même chose, l'épargne. Parce que le fond du sujet, c'est qu'il faut financer tous ces trucs-là. Et l'épargne est en fait entre les mains des seniors. Et les seniors, il n'y a pas besoin d'un prix Nobel d'économie pour savoir qu'ils sont averses au risque. Donc, en réalité, comment pousser l'épargne, alors là, je parle en France, mais c'est vrai pour toute l'Europe, aller vers des investissements qui, par nature, sont risqués. Donc le sujet, je vais vous dire, de tout ce qu'on a dit, le rôle de l'investissement et de l'épargne, c'est majeur. Si on ne peut pas comprendre les interrogations qu'on peut avoir sur l'avenir, si on ne s'interroge pas sur ce déséquilibre très très profond qui va avoir lieu, et donc la démographie, ça aide pas. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur Davos, qui continue donc toute la semaine. Merci Jean-Hervé Lorenzi, merci beaucoup Franck Dedieu, Pascal Boniface, merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'émission sur les réseaux sociaux et en podcast. À demain. C'est l'heure de